Bien, bonjour à tous. Namaskar. Et vous parlez français, oui, si je parle français. Un peu. Je vais faire la conférence en français quand même, pas en not in English. Et je suis très heureux d'être ici. J'ai commencé mon chemin philosophique et photographique il y a plus de 40 ans en France, à Paris, à Nouvelle Acropole. Et, enfin, la photo avant, mais la philosophie ici. Et ça fait un moment que j'ai pas donné de conférence en français avec toi. On en a donné ensemble, mais en anglais ou en hébreu, je les traduisais parce que je viens de Tel Aviv, je vis en Israël. Donc j'espère que mon français sera à la portée. Si de temps en temps il y a un mot qui m'échappe, vous voudrez bien m'excuser. Et c'est vraiment une opportunité pour moi, tout d'abord, comme je l'ai dit, d'être ici, mais aussi de parler je dirais, de faire un peu le grand écart entre Gandhi et Cartier-Bresson, parce qu'à première vue, quelle est la relation entre l'homme politique, le philosophe Gandhi et le photographe français Cartier-Bresson. L'un est photographe, l'autre est un homme politique. L'un est un occidental, l'autre est un indien, plutôt d'une culture orientale. Et ils sont pas non plus du même âge. Et pourtant, il y a deux points de rencontre très intéressants. L'un, je l'ai un peu découvert par la suite, ça n'a pas été construit exprès. Mon travail photographique, depuis déjà 2 ans, tourne autour d'un concept que j'ai appelé Photosophia. Donc c'est photographie, Sophia, philosophie, philosophia. Et c'est une rencontre entre des photos et des textes. Et je suis à Paris en fait pour présenter 3 photos qui seront présentées à partir de demain à l'exposition du Salon d'automne au Grand Palais. Le Salon d'automne ouvre demain jusqu'à dimanche. Donc je suis venu parce que j'ai 3 photos qui se trouvent là-bas de Photosophia. Et comme je venais à Paris, et comme Fernand a eu la bonne initiative et je dirais le courage et l'amour de m'inviter à participer à cette conférence. Donc, je pensais pourquoi pas, pour Gandhi, relier Gandhi à ce côté philosophie de la photosophia et Cartier-Bresson. Et ce qui est intéressant, on va le voir, il faut pas que j'oublie de passer quand même, j'ai présenté quelques photos, ça c'est le titre. Il va y avoir d'autres après le titre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, ils se sont rencontrés. Gandhi et Cartier-Bresson, donc Gandhi à droite, Cartier-Bresson à gauche, se sont rencontrés. Il se trouve que Henri Cartier-Bresson était allé en Inde. Il a été le dernier à photographier Gandhi de son vivant. Il est allé pour l'interviewer, pour le photographier. Et bon, l'interview s'est très bien passée. Il est parti. Le lendemain, Gandhi a été assassiné. Il était encore en Inde, Cartier-Bresson, il est revenu. Et il a suivi tout l'enterrement de Gandhi. Donc il a photographié la veillée. On va voir quelques photos, la veillée du corps. Et ensuite le transport du corps par train jusqu'à New Delhi, avec toute la foule qui était là qui voulait absolument voir le corps du Mahatma, et la crémation ensuite. Et c'est assez extraordinaire parce que c'est la fin du cycle de Gandhi, évidemment, puisque Gandhi désincarne, meurt. Et ce reportage de Cartier-Bresson est en fait le reportage qui a révélé Cartier-Bresson au monde. Donc c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Gandhi termine son cycle et Cartier-Bresson commence le sien. Et ces images de l'Inde et de l'enterrement de Gandhi sont en fait presque le thème central de son livre qui est paru en 1952,
qui s'appelle en français Images à la sauvette, ou en anglais, ils ont changé le titre, ça s'appelle Decisive ou Decisive, comment on dit en anglais, Decisive Moment, le moment décisif, et ce qui est devenu en fait presque, je dirais, le motif ou le centre, le concept central de l'art de Cartier-Bresson, le moment décisif. D'ailleurs, une des 3 photos que je présente au Salon d'automne s'appelle le moment décisif. Bon, ce que j'ai fait, j'ai écrit aller vite aussi, donc je vais parler assez vite, parce que j'ai qu'une demi-heure et Fernand a des choses très intéressantes c'est à dire évidemment. Donc, comme je lui disais, quand on arrivait en voiture, généralement, je prépare une certaine quantité de temps et je parle le double ou le triple. Donc, je vais aller quand même assez vite pour te laisser le temps. Et j'ai essayé de trouver 5 points. Enfin, j'ai essayé de trouver des relations, d'abord dans les textes, entre les textes de Gandhi, puisque Gandhi a écrit beaucoup de choses, et Cartier-Bresson aussi. Donc, j'ai dégagé 5 points où ils se rencontrent au niveau des concepts, au niveau des idées. Et pour les illustrer, on va passer petit à petit ces photos en fond de toile, ces photos du reportage de Cartier-Bresson sur Gandhi. Donc, on va essayer de faire ça en 5 minutes. 5 points essentiels. Ça, j'ai juste commenté en 2-3 phrases chaque photo. Ça, c'est avant la désincarnation de Gandhi. Donc, c'est le jour avant son assassinat. Il faisait un jeûne pour arrêter les violences avec la séparation entre l'Inde et le Pakistan. Et il est en train d'arrêter son jeûne. Il se réveille de son jeûne, puisqu'on lui dit, bon, c'est bon, tout le monde a accepté d'arrêter les violences. Et Cartier-Bresson est là, il est en train de lui prendre une photo au moment où il sort de son jeûne. D'accord? Donc, la veille de son assassinat. Et le premier point, je dirais, c'est le concept de libération par la simplicité. Gandhi a écrit dans un livre qui en français s'appelle Lettres à l'ashram, où il y a plusieurs chapitres. Dans le chapitre qui s'intitule La non-possession ou la pauvreté, il a écrit « La civilisation, au vrai sens du mot, ne consiste pas à multiplier les besoins, mais à les réduire. » D'accord? Donc, par la réduction des besoins, en réalité, par une sorte de simplicité, on arrive à la libération. C'est-à-dire ne pas être esclave de besoins artificiels, de besoins circonstanciels, de besoins du moment qui ne sont pas en réalité les nôtres, mais qui sont des besoins que l'on s'impose, que l'on fait naître artificiellement. Il faut se détacher par la simplicité. Il disait, par exemple, et il le mettait en pratique, c'est aussi ce qui est formidable chez Gandhi, c'était pas seulement des mots, c'était surtout une pratique. Il disait, c'est pas nouveau, mais lui le faisait, qu'il fallait manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. Et il y a un texte formidable de son petit-fils, Arun Gandhi, qui vivait en Afrique du Sud, et qui est venu pour le visiter quand il était jeune dans son ashram en Inde, et qui disait, mais comment est-ce qu'on peut manger tous les jours, au petit déjeuner, à midi et au soir, toujours la même soupe de potiron, sans cesse, sans sel, sans poivre, sans épices, sans rien. C'est complètement insipide. Et c'était Gandhi, parce que Gandhi disait, bon, on produit, qu'est-ce que l'ashram produit? L'ashram produit des potirons, donc on mange ce qu'on produit, on va pas chercher d'autres choses. Et comme il faut manger pour vivre, et pas vivre pour manger, il n'y a pas besoin de faire des épices, de je sais pas quoi, on prend ce qu'il y a. Il y a un moment quand même, la petite sœur de Arun Gandhi, c'est-à-dire la petite fille de Gandhi, s'est révoltée. C'est une toute petite fille, donc elle parlait franchement, elle est allée voir son grand-père, elle lui disait, mais grand-papa, Gandhiji, c'est Bapu, c'est pas possible, je peux plus manger ça, il faut manger autre chose. Et Gandhi lui a demandé, à la petite fille, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais toi, peut-être tu peux manger ça, mais moi je peux pas, moi j'ai besoin de variété. Donc Gandhi est allé voir le cuisinier, il lui a demandé, mais pourquoi on fait toujours du potiron? Et le cuisinier lui a dit, mais on fait du potiron, Bapou, parce que c'est toi qui as dit qu'il fallait qu'on mange ce que l'on produit, et pas d'autre chose. Et Gandhi a demandé, mais on produit que du potiron? Et le cuisinier a dit, oui, cette année il y a eu une superbe récolte de potiron, donc il y a que du potiron. Donc enfin,
Alors il a eu l'idée formidable, il a dit bon, on va quand même prendre ce qu'on produit, mais tu vas aller au marché, tu vas vendre la moitié des potirons, tu vas les changer contre autre chose. Donc le soir, ils ont eu un menu varié et tout le monde était très content. Donc c'est très bien. Mais ça part quand même de ce principe de simplicité, c'est-à-dire on mange ce que l'on a et on va pas chercher autre chose. Et bon, ça c'est Gandhi. Alors par rapport à la simplicité, Cartier-Bresson, chaque fois je vais passer une autre photo, ça c'est donc c'est après le jeûne, c'est quand il se lève de son jeûne et il va faire sa promenade quotidienne avec ses deux nièces. C'est pas le jour de l'assassinat, la même chose c'est répété pratiquement le lendemain, c'est quelques instants après quand il est parti se promener qu'il a été assassiné, mais ça c'est le jour d'avant, quand Cartier-Bresson était là. Et Cartier-Bresson a dit dans un entretien en 1979 avec Alain Desvergnes, je vois l'heure donc il faut vraiment que je me dépêche, il a dit « Il y a une discipline. Pour moi, la liberté est un cadre de référence strict. Et à l'intérieur de ce cadre, il y a toutes les variations possibles. Tout. Mais c'est à l'intérieur d'un certain cadre. C'est le sens de la limite qui est important. » Et il a dit aussi, dans le même entretien, ce qui est important, c'est que pour obtenir le maximum, il faut avoir des moyens très limités. C'est complètement différent que ce que l'on pense aujourd'hui d'habitude. Pour obtenir le maximum, il faut avoir des moyens très limités. C'est pour cela que j'ai un appareil et un objectif. Il faut une économie, ça c'est pas un zoom, ça se change pas. Il faut une économie de moyens pour obtenir le maximum. Ce qui compte, c'est l'intensité. Donc, c'est pas la peine de se compliquer la vie avec trop de potirons, trop d'épices, trop de sel, trop de choses. Il faut avoir une certaine intensité dans la cuisson, dans la manière de manger, dans la concentration. En réalité, si, il faut manger avec en étant là. Il faut prendre la photo en étant là. C'est dans la présence, c'est dans l'intensité de la présence en réalité que l'on va pouvoir s'exprimer, qu'on va pouvoir vivre, je dirais. Parce que trop de choix mènent à la complexité. Moi, je me rappelle quand j'avais commencé mon itinéraire, c'est pareil en philosophie ou en photographie, quand vous commencez la philosophie, waouh, il y a tellement de philosophes. Il y a les modernes, il y a les postmodernes, il y a les prémodernes, il y a les antémodernes, il y a ceux qui ne sont pas encore nés, qui vont faire, je sais pas, vous paumez complètement et vous savez pas quelle ligne suivre. Donc il faut simplifier. Une ligne traditionnelle, une ligne claire, une ligne nette, et vous enlevez le superflu et en fait la chose devient très simple. Quand j'ai commencé la photographie, je me rappelle, j'avais deux zooms. J'avais un zoom, je vais pas rentrer dans les trucs techniques, mais enfin bon, j'avais plusieurs objectifs, j'avais plusieurs formes, et chaque fois que je voulais prendre une photo, ça c'est génial. Mais alors j'avais pas l'objectif qui était monté sur la caméra qui correspondait. Donc le temps que je change d'objectif, le truc est passé. Parce que je fais de la photo de rue, pas de la photo de studio, donc c'est pas fixe. Donc ça je peux pas. Donc là j'ai un appareil, j'ai une lentille fixe, c'est pas un zoom, c'est un 28 mm et je peux pas le changer. Donc c'est pas compliqué. Ce qui a plus de 7 mètres, je regarde pas parce que de toute façon je peux pas le prendre. Donc ce qui est dans une sphère de 7 mètres où je suis au centre, je peux le prendre et je le prends tout de suite, je me paume pas parce que c'est tellement simple que ça me permet de m'exprimer. Donc la simplicité, réduire les moyens, dans ce cadre limité, plus simple, vous avez la possibilité de vous exprimer, de vivre, de créer comme vous voulez. C'est pareil avec l'art, c'est pareil avec la philosophie. En fait, c'est un principe de vie, d'accord? Donc, et là, ce qui est intéressant, c'est que Gandhi et Cartier-Bresson se retrouvent tous les deux par rapport à ce principe. Donc, deuxième concept. Je vais avoir le temps, ça va être difficile. Deuxième concept, la recherche de l'authentique. On va passer une de plus. Ça, c'est la veillée. Donc, Gandhi vient de mourir. Enfin, on l'a plusieurs heures avant, on l'a ramené et on veille, on commence à veiller son corps. D'accord? Et tout ça sont des photos de Cartier-Bresson. Donc, la recherche de l'authentique, du vrai, du réel. Gandhi disait,
Donc je sais que c'est une phrase que on a beaucoup parlé sur cette phrase. On a dit qu'il l'a pas dit, qu'il l'a dit autrement, qu'il l'a dit différemment, que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui l'a dit. Mais encore une fois, son petit-fils, Arun Gandhi, dans le livre qui s'appelle Le pouvoir de la colère, cite son grand-père, disant textuellement: soyez le changement que vous voulez voir en ce monde. Donc selon Arun Gandhi, il l'a dit. Maintenant, on peut dire ce qu'on veut. Et dans le même livre que j'ai cité avant, Lettre à l'ashram, dans le passage qui s'appelle Non-possession ou pauvreté, Gandhi disait aussi, et écrit: chaque instant de notre vie doit être rempli d'activité mentale ou physique. Mais cette activité doit être sattvique. Je vais expliquer dans une minute. Sattvique. C'est-à-dire conduire à la vérité. Il faut apprendre à distinguer entre la bonne et la mauvaise activité. Ce discernement accompagne naturellement une consécration entière à l'idéal de servir. D'accord? Une consécration entière à l'idéal de servir. Bon, sattvik, il y a, selon la tradition indienne, trois manières d'agir. Ça peut être ce qu'on appelle tamas, sattva ou rajas. C'est-à-dire, en gros, sans rentrer dans les détails, sattva, c'est l'équilibre. Rajas, c'est, disons, je m'y mets trop, j'y fais trop attention, un détail, une action devient le centre du monde et j'oublie tout le reste, je suis trop là-dedans. Tamas, j'ai pas conscience, je le fais d'une manière complètement inconsciente, indifférente, mécaniquement. Donc, entre les deux extrêmes, d'accord, l'équilibre, c'est sattva, c'est faire la chose comme il faut la faire, en réalité, avec la conscience nécessaire, avec l'attention nécessaire, sans qu'il manque et sans qu'il y ait de trop non plus. L'équilibre. Et cet équilibre permet d'arriver au réel, d'être authentique en réalité, c'est-à-dire de se manifester soi-même, d'être soi-même. Et quand Gandhi dit « soyez le changement que vous voulez voir en ce monde », il dit en réalité quelque chose de fantastique. Il dit que l'essentiel, c'est pas de savoir, l'essentiel c'est d'être. Nous, on est tellement dans le savoir. On est, je veux savoir, je veux connaître, je veux savoir, je veux apprendre quelque chose. Mais lui, il dit, mais il n'y a pas besoin de savoir, il faut être. Soyez le changement que vous voulez être, que vous voulez voir dans le monde. Devenez-le, soyez-le. C'est être et pas voir, c'est être et pas savoir. C'est-à-dire que la véritable connaissance, en réalité, le dépouillement de tout le superflu. Et quand on se dépouille du superflu, encore une fois, on arrive à cette simplicité dont on parlait avant, eh ben, on retrouve l'essentiel. L'essentiel est toujours derrière le masque. Hein. Et pour cela, il ne faut pas faire de compromis. Gandhi disait qu'il faut toujours être fidèle à soi-même. Quand il parle de la consécration entière à l'idéal de servir, c'est servir la vérité, c'est servir le réel, c'est servir l'authentique, c'est servir ce que l'on est, servir la vie. Le nom qu'il a donné à son mouvement, c'est Satyagraha. Il y a plusieurs manières de traduire, peut-être en français Satyagraha, mais lui le traduisait, selon son petit-fils, selon Arun Gandhi, il le traduisait comme fermeté pour la vérité. C'est-à-dire ne pas faire de compromis pour la vérité, jamais. Fermeté pour la vérité. Et Henri Cartier-Bresson, voilà, encore une autre photo de la veillée du corps de Gandhi. Là aussi, il y a quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce concept d'authenticité, de réel. Cartier-Bresson disait qu'il a pris cette photo en 1 seconde. Il y avait tellement de monde, c'est à travers une vitre, d'accord? Il y a la fenêtre, il est d'or. À l'intérieur, il y a la veillée du corps de Gandhi, et les gens se pressent contre la vitre pour voir le corps, et la foule passe, et il est projeté contre cette vitre 1 seconde. Il a juste le temps, il raconte avec son coude, d'essuyer un peu la graisse, parce que tout le monde se pressait le front sur la vitre, donc c'était flou. Oups, pardon, ça prend. Donc il essuie juste la graisse sur la vitre, il prend la photo, il n'a pas le temps de faire la mise au point, et il est poussé et il part. Et c'est ça, c'est la photo du moment, c'est l'instant décisif, c'est la vie, c'est le réel. Et Cartier-Bresson dit, dans un entretien qu'il a eu en 1951 avec Daniel Masclet, il dit « Surtout pas de flash. Surtout pas de flash. Ce n'est pas l'éclairage de la vie. Je ne m'en sers jamais. » Là-dessus, on est d'accord, parce que lui, il prend aussi de très très belles photos, mais différentes de musées en général. Et justement, juste avant la conférence, il est en train de me dire « Jamais de flash. Jamais de flash. » Je suis d'accord.
Donc, je ne veux pas m'en servir. Restons dans le réel, parce que le flash détruit le réel. Restons dans le réel, restons dans l'authentique. L'authenticité est sans doute la plus grande des vertus de la photographie. Il disait également dans le même entretien, on n'a pas le droit de trafiquer. On n'a pas le droit de trafiquer. On a vu quelque chose à un moment spécifique, et dans la mesure où l'on veut quelque chose, ça c'est fantastique, dans la mesure où l'on veut quelque chose, la chose se produit. Ne cherchez pas quand vous... Où se passent les choses. Vous savez, moi je me rappelle au début, quand je sortais dans la rue avec mon appareil photo, je me disais, bon, où est-ce que ça va se passer? Donc, où est-ce qu'il y a une manifestation, où est-ce qu'il va y avoir un accident, où est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, où. Non, c'est comme quelqu'un qui est seul, qui veut tellement trouver une âme sœur, qui va jamais la trouver parce qu'il fait fuir tout le monde. C'est la même chose. On veut tellement trouver le truc à photographier qu'on trouve pas. Donc il faut pas penser. Il faut se balader. Il faut y aller. Il faut prendre l'appareil photo dans la main et les choses arrivent. Parce qu'il y a des miracles partout, parce qu'il y a de la beauté partout, parce qu'il y a des trucs, un éclairage, une ombre, une forme géométrique, un truc fantastique, mais vous pouvez pas savoir où ça va se passer. Peut-être c'est devant chez vous, c'est à 2 mètres. Donc, dans la mesure où vous voulez que quelque chose se produise, ça va se produire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi dans la mesure où vous voulez être authentique, dans la mesure où vous voulez être réel. Et photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire l'œil, la tête, c'est-à-dire le mental, et le cœur. C'est une façon de vivre. L'appareil n'est que le prolongement de mon œil. Et que ça veut dire quoi, ça? L'appareil n'est que le prolongement de mon œil. Bon, c'est à sa manière, il est en train de dire ce que Gandhi a dit, c'est-à-dire, ce qu'il a dit là, soyez le changement que vous voulez voir en ce monde. Soyez-le. Soyez-le. Lui devient l'appareil, Cartier-Bresson. Gandhi devient son concept. On devient ça. C'est pas un accessoire, c'est le prolongement. Moi, je sors pas sans ça, parce que si je sors sans ça, c'est comme si je sors sans ma tête. Je peux pas sortir sans ma tête. Je peux pas sortir sans ma caméra. Je peux pas te prêter ma caméra. C'est pas possible. Touche pas. Donc, il faut, je vais aller plus vite, parce que sinon, ben ouais, c'est comme ça. 3. Troisième concept. Pourquoi ça s'éteint? Ah. Ouais. Bon, ça s'éteint, c'est pas grave. Ça marche. Donc, ça, c'est le train. C'est la foule qui monte, qui arrive, qui essaye de monter dans le train pour voir la dépouille de Gandhi. Lorsque la dépouille de Gandhi est amenée à New Delhi pour la crémation. Et le troisième concept que j'ai trouvé, c'est... Ouais, je vais vraiment aller plus vite. Le troisième concept, c'est au-delà des limites de l'intellect, au-delà des limites du rationnel. C'est-à-dire ne pas s'arrêter au rationnel, ne pas laisser le rationnel l'intellect est un filtre, parce qu'en fait, il va séparer, il va détruire la totalité, la réalité, le tout. Gandhi a dit, en dernière analyse, il ne peut y avoir qu'une seule réalité. La vérité la plus haute n'a pas besoin d'être étayée. Vous savez, il n'y a pas besoin d'essayer avec l'intellect de prouver la réalité. La réalité n'a pas besoin d'être étayée. Il n'y a pas besoin de démontrer. Il n'y a pas besoin de chercher à prouver parce que la vérité est. On la reconnaît pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est notre droit, on a le droit de se tromper. Mais la vérité est. Elle ne dépend pas des preuves que l'on pourrait faire ou ne pas faire. Et c'est un peu pour moi comme Saint-Exupéry avait dit l'essentiel est invisible aux yeux. C'est pareil, on peut pas c'est pas quelque chose qu'on peut démontrer rationnellement, c'est la même chose. Donc Henri Cartier-Bresson, par rapport à cet intellect, au dépasser les limites de l'intellect, on va prendre un autre. Voilà, ça c'est les funérailles de Gandhi aussi. Donc vous voyez la foule, vous imaginez la foule qu'il y a, le type là monte sur l'arbre pour regarder, c'est incroyable. La vénération qu'il y avait de tout un peuple, de toute une âme pour cette grande âme. Donc Cartier-Bresson, par rapport à ce concept, dit
il dit pratiquement la même chose avec les mêmes mots. Il n'y a rien à prouver. Ouais, l'un philosophe, l'autre photographe. Il n'y a rien à prouver. On ne cherche pas à démontrer quelque chose. S'il y a quelque chose d'important, c'est l'humanité, la vie, la richesse de la vie. Il faut être sensible, c'est tout. C'est dans un entretien avec Byron Doble. Et dans le livre que j'avais cité au début, Images à la sauvette, dans l'introduction donc de son premier livre, il écrit « Une photographie est pour moi la reconnaissance simultanée. » Simultanée, c'est important. La reconnaissance simultanée, dans une fraction de seconde, d'une part, de la signification d'un fait, et de l'autre, d'une organisation rigoureuse des formes perçues visuellement qui expriment ce fait. Donc, il y a le sens et il y a les formes qui expriment le fait et tout est simultané. Pourquoi? Parce que le mental n'entre pas en ligne de compte. Moi, je sais que lorsque je prends une photo, en tout cas, les photos que j'expose que je considère assez bonnes pour faire partie d'une exposition, comme les 3 photos qui se trouvent au Salon d'Automne, à partir de après-demain au Grand Palais, vous êtes invités à y aller évidemment pour les voir. Et je les ai pris en une fraction de seconde sans regarder, c'est-à-dire, je vais vous la montrer à la fin parce que je l'ai quand même mise à la fin. Ouais, il faut bien 2, j'ai mis. Et c'est une photo, ce sont des photos où quelque chose se passe, j'ai l'appareil à la main, je peux pas le prendre, j'ai l'appareil à la main et clac, je prends la photo. Et après je regarde et après j'ai le temps de reconnaître, d'identifier, de regarder, de me rendre compte que c'est bien ou c'est pas bien, mais là le mental se met en route, ok, il reconnaît, je dis oh oui bon waouh, c'est bien, ou alors pourquoi j'ai pris ce truc là, donc je l'enlève, je la délète, mais tout ce processus de reconnaissance et de qualification, je dirais, se fait après. C'est quelque chose d'autre qui prend la photo, c'est une sorte d'intuition, c'est l'âme directement qui passe et qui ne s'arrête pas par les filtres ni des émotions et ni de l'intellect. Et tac, il y avait quelque chose à prendre. Donc évidemment, il faut maîtriser la technique d'abord. Ça, c'est autre chose. D'accord? Mais il faut pas s'arrêter à l'intellect. Et il disait aussi, regarder et voir, ce n'est pas identifier, c'est pénétrer. Il faut pénétrer dans ce qui est en train de se passer, dans l'événement, dans le moment, dans le vivant, pénétrer le vivant. Et c'est ça le moment décisif. C'est un moment décisif parce qu'il va court-circuiter l'intellect. Donc, encore dans 5 minutes, 5 minutes j'arrête. Encore les funérailles de Gandhi avec la foule. Et 4e concept, donc sur les 5, ne pas projeter son ego. Gandhi disait, l'humilité, c'est-à-dire amanitiyam, constitue la connaissance, l'humilité constitue la connaissance, et tout le reste est ignorance. C'est beau, hein? L'humilité constitue la connaissance, et tout le reste est ignorance. C'est-à-dire que la véritable connaissance, en réalité, la connaissance de soi, parce que lorsque l'on se connaît soi-même, lorsque l'on connaît sa place par rapport à Dieu, par rapport à l'univers, par rapport au vivant, on ne peut pas être autre chose que humble. Ça donne une certaine humilité. Lorsque l'on se rend compte de la relation, de la distance entre le soi et l'univers, il ne reste que l'humilité. Et ça, c'est la véritable connaissance. Et Cartier-Bresson, par rapport à ça, disait, dans le même entretien avec Daniel Masclet, le zen et le tir à l'arc, c'est la base de la photo. Pas de moi-je, c'est-à-dire d'ego, pas de moi-je. Oubliez, faire un vide pour que les choses viennent plus fortement. Le sujet ne prend d'importance et la photo de force que si l'on réussit à s'oublier soi-même. C'est pareil. Photographie, philosophie, politique, c'est en réalité le côté politique. Gandhi en tant qu'homme politique, ok? Et Cartier-Bresson en tant qu'artiste. Ils font la même chose. Simplement que l'homme politique, va montrer, va transmettre, va porter sa philosophie à travers la recherche du juste, et Cartier-Bresson va le faire à travers la recherche du beau. L'un va montrer le beau, l'autre va montrer le juste, mais ce sont que 2 voies différentes pour la même sagesse, pour exprimer la même sagesse, le même sens, la même essence, ok?
Et il faut être transparent pour pouvoir manifester ça, parce que si on n'est pas transparent, on projette sa propre personnalité, donc on commence à projeter ses opinions, on commence à projeter ses émotions, on commence à projeter ses, excusez-moi, ses conneries, mais c'est comme ça. Parce que et en fait, c'est subjectivité, parce qu'on est toujours subjectif. La seule manière de pas être subjectif, c'est d'être tellement transparent qu'on ne projette que ce qui se passe à travers nous. Et ce qui passe à travers nous, c'est le réel. Mais pour que le réel, pour laisser passer le réel sans déformer le réel, on doit atteindre une certaine transparence. Il n'y a pas d'autre moyen. Et là, ça c'est fantastique, cette photo. C'est une des... Là, vous avez le corps de Gandhi. Cartier-Bresson a appelé cette photo la première flamme. C'est le début de la crémation. Donc il y a la première flamme qui est en train de surgir, de jaillir ici. Ici, il y a le secrétaire personnel de Gandhi, d'accord, qui est là, qui regarde la flamme, et le médecin personnel de Gandhi qui essaye de repousser la foule pour pas que la foule s'approche et pour que la foule laisse en réalité le corps se consumer. Donc c'est aussi un moment, il y a un tout là-dedans. C'est un de ces moments décisifs qui raconte plus qu'une histoire, je dirais. Et donc le dernier concept, j'arrive à la fin, ne pas avoir peur. Gandhi disait dans Lettre à l'ashram, dans le chapitre où il parle de l'intrépidité, d'accord, l'intrépidité. Il disait, il faut nous débarrasser de toute crainte extérieure. Mais il faut toujours craindre les ennemis intérieurs. Nous avons raison de redouter la passion bestiale, la colère. Les craintes extérieures cessent d'elles-mêmes une fois que nous avons triomphé de ces traîtres dans notre camp. Pour toutes ces craintes, le corps est le centre autour duquel elles évoluent, et par conséquent, elles disparaissent dès que l'on s'est libéré de l'attachement pour le corps. Un non formulé par la conviction la plus profonde vaut mieux qu'un oui qui n'est là que pour plaire, ou pire, pour s'éviter des ennuis. Comment pouvons-nous créer du changement dans le monde si nous avons peur de dire ce qui ne va pas? Donc c'est l'intrépidité, d'accord? C'est le courage, c'est le fait de sortir dans le monde, de ne pas se cacher, c'est fabuleux. Et Cartier-Bresson dit, la peur est la grande ennemie. Il faut connaître les gens et travailler d'une manière qu'ils peuvent accepter. Oui, parce que, encore une fois, Cartier-Bresson est un photographe de rue. Et moi, je peux vous dire que quand vous allez dans la rue, vous vous baladez avec un appareil photo, c'est pas toujours évident à 2 mètres d'une personne qui va vous regarder. Pourquoi tu veux ma photo, toi? Tu veux, c'est comme une chanson de Johnny Hallyday. Comment c'était? Tu veux ma, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Ouais, c'est un truc comme ça. C'est un peu la même chose. Donc c'est pas, il y a un truc, non, il faut dire, mais oui. Faut pas dire, non, c'est rien, je m'en vais, je veux pas, non, c'est par hasard, j'avais le doigt appuyé là-dessus, mais je sais pas pourquoi. Non. Faut dire la vérité. Faut dire que je m'excuse, monsieur, mais waouh, écoutez, vous avez une super gueule. Et j'aimerais bien la prendre en photo si ça vous dérange pas. Avec un beau sourire humain. Et dans 90% des cas, le type va se marrer, il va dire, allez, prends la photo. Pour ça, il faut pas avoir peur. Donc, Henri Cartier-Bresson dit, il faut connaître les gens et travailler d'une manière qu'ils peuvent accepter. Sourire, mais ne jamais rire. Souriez, prenez votre temps. Ne déboulez jamais en montrant votre personnalité. Il faut s'effacer, il faut s'approcher sur la pointe des pieds, se comporter comme une émulsion sensible. Ne vous imposez jamais. Avant tout, soyez humain. Pour ne pas avoir peur du regard des autres. Et je terminerai pile, voilà, presque, avec une phrase de Gandhi qui est peut-être ma citation préférée, enfin une de celles parce qu'il y en a tellement, qu'il a écrit dans en fait c'est Arun Gandhi qui cite son grand-père dans Le pouvoir de la colère, dans le chapitre qui s'intitule Connaissez votre propre valeur. Gandhi a dit, le matérialisme et la morale sont inversement proportionnels. Quand l'un croit, l'autre décroît. Merci, Daniel Van.
Donc ça, c'est la crémation. Voilà, les photos. Ça, c'est le moment décisif. Je vais me mettre comme ça. Donc là, ça, c'était à Bombay, il y a 3 ans. Et d'abord, je vais expliquer le concept vraiment en gros. Donc, il y a une photo et un texte. Donc, c'est photo, Sophia. La photo n'illustre pas le texte ne vient pas expliquer la photo, d'accord? Mais c'est un dialogue entre les deux. Donc ça, c'est le moment décisif. C'était intéressant parce que c'était dans un quartier à Bombay, un quartier pauvre. Et j'étais en train d'entrer. Il y avait ces 3 enfants qui étaient là, qui me regardaient. Et ils pensaient que moi, je les prenais en photo, alors qu'en réalité, il y avait celui-là qui était au milieu. Et il regarde un ami à moi qui se trouve à côté, il me regarde pas, parce que mon ami avait un appareil photo avec un zoom de 300 mm, donc un truc grand comme ça, donc le mot me dit, ah, il regardait l'appareil, et moi je le prends, et le père qui est là, ou le grand frère, je sais pas, pense également que moi je veux prendre les 3 là en photo, et que lui gêne, donc il est en train de le prendre pour le pousser à côté. Donc c'est une histoire, c'est une situation, tout est en train de s'entrechoquer comme ça, pardon. Ah oui, tu peux pas. C'est la vision. Oui, non, mais je me mets là parce que toi, Oui, c'est mieux. je veux transparent, il faut que je sois transparent. Transparent. Donc et ça, c'est l'autre qui était prise à Bangalore, pas à Bombay. J'ai mis 2 photos d'Inde parce qu'on parle de Gandhi, donc on parle de l'Inde. C'est dans le marché aux fleurs de Bangalore. Donc c'est assez intéressant également. Ce sont deux vendeurs. Alors regardez, celui-là, il a plein de fleurs à vendre, d'accord? Et il a de l'argent, il est en train de compter son argent. En réalité, j'ai pris 2 photos. Ça, c'est la première. La seconde d'après, j'en ai pris une autre, mais il avait mis l'argent dans sa poche parce qu'il avait vu que j'étais en train de le photographier. Donc, lui, il a plein de choses matérielles, de l'argent et des fleurs. Lui, il a rien. Il a rien, apparemment. Il a pas d'argent, il a rien, tout est vide, il a rien. Mais ça, c'est le monde matériel. En haut, sur les étagères, il a rien, ou il a que des factures, là. Ouais. Mais lui, il a des icônes, il a des images des divinités. Donc, c'est une plénitude spirituelle et une plénitude matérielle. OK? Merci. Pierre, tu as fait une des meilleures prestations que je te connais. On en a fait déjà plusieurs ensemble dans plusieurs pays. Mais là. C'est peut-être parce que la dernière fois, je parlais en hébreu, tu ne comprenais pas. Non, la dernière fois, il parlait en anglais. Et on était en Inde. Bombay. Non, je suis très content, vraiment. Et je remercie notre école des Paris République d'avoir organisé cet événement pour fêter le 150e anniversaire de la naissance de Gandhi, qui a eu lieu le 2 octobre passé. Et il est justement été assassiné le 30 janvier 1948, c'est-à-dire quelques mois après l'indépendance. Mais grâce à Pierre, vous avez eu un grand moment particulier et dès la fin de ces grands êtres. Moi, je vais essayer de vous parler du concept de base de la philosophie de Gandhi, peu connu comparativement, mais Pierre a déjà parlé d'un, Satyagraha. C'est sûr qu'il faut le mettre au devant. Vous n'avez pas peur? Gandhi, au départ, il est né au Gujarat, au nord-ouest de l'Inde, d'une famille Vaishya, des commerçants, mais des gens qui sont dans les affaires depuis des générations et qui ont eu des grands postes dans l'administration et la gouvernance de l'État. Donc, normalement, il était promis un bon avenir, normal, et personne n'aurait pu imaginer que ces garçons allaient devenir Mohandas Karamchand Gandhi. C'était pas prévisible au départ. Il se trouve que vers 18-19 ans,
il quitte l'Inde pour faire ses études à Londres, pour devenir avocat. Parce qu'il faut le situer, je pense. Et il est intéressé par la loi et justement ce qui est juste. C'est ce que Pierre vous a expliqué tout à l'heure. Et dans cette période à Londres, au départ, son modèle, c'est le dandy anglais. Comment il s'inscrit dans des cours de danse pour danser comme les Anglais. Il va se faire des costumes, des dandys. Il y a des photos incroyables. Là-dessus, vous n'aurez pas jamais imaginé de voir les personnages que vous avez vus tout à l'heure. Jamais vous aurez pu imaginer ça. Parce que, pour les Indiens aisés de l'époque, l'Empire britannique, le modèle anglais, était la civilisation. Et pour les hindous, eux, ils étaient des barbares. Ils connaissaient pas leur civilisation et ils tenaient pas à leur tradition. C'est ça qu'il faut situer. C'est pas le cas aujourd'hui, mais je vous amène au 19e siècle. Et les Anglais, les Européens ont beaucoup fait pour que les Indiens puissent pas penser qu'ils avaient une tradition importante et une philosophie importante. Paradoxalement, lorsqu'il est à Londres, comme il est végétarien, il va dans des restos végétariens à Londres qui existaient déjà. Et là, il trouve des théosophes qui l'amènent voir Annie Besant et Blavatsky. Et la question qui va être posée, vont lui poser ces deux dames, c'est est-ce que vous connaissez, est-ce que vous êtes au courant que votre pays a une tradition plurimillénaire, plus vieille que l'Europe occidentale? Est-ce que vous connaissez les racines de votre civilisation? Gandhi est très surpris et stupéfait. Et il se rend compte qu'il ne sait rien de l'Inde. Voilà comment commence cette histoire. Et il leur conseille, ces dames, il serait bon que vous penchiez sur des textes originaux qui ont fondé la pensée indienne, dont la Bhagavad Gita. Ce livre, qui est plurimillénaire, relate une histoire qui est en rapport à un prince qui se refuse de combattre, mais qui comprenne ensuite, grâce à son maître Krishna, que la plus grande bataille est à l'intérieur de soi-même. Et que c'est en se vainquant soi-même qu'on peut vaincre dans la vie. Je vous résume. Vous étudierez ça pour l'Acropole, pour nous, c'est une des sources fondamentales de notre philosophie. Gandhi explique que quand il était en colère ou un peu déprimé, il lisait quelques versets de la Bhagavad Gita pour se calmer et revenir à l'ordre. Parce qu'il ne faut pas penser que ce garçon était totalement clean. Et il le savait. Et c'est pour ça qu'il était très dur avec lui-même, parce qu'il savait très bien qu'il faisait des écarts parfois et des tentations très fortes pour sortir de l'harmonie. Tout ça est venu doucement. Nous, ce que Pierre vous a expliqué, c'est Mahatma Gandhi. Et moi, je vous parle pour l'instant de Monsieur Gandhi. Mais oui, parce que c'est important de comprendre comment les choses se font. Et finalement, il se rend compte que une fois qu'il a fini ses études d'avocat, il est avocat, et il dit, je sais pas bien comment plaider en Inde, parce que j'étais formé, finalement, par rapport à la cour anglaise, etc., et il reçoit une offre en Afrique du Sud pour s'occuper des différentes affaires, de devenir avocat. Il dit, c'est une bonne opportunité, et il va rester jusqu'à 1915, en gros, en Afrique du Sud. Je vais faire court, parce que Pierre va être jaloux aussi. Et ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est qu'il se rend compte, d'abord, il souffre lui-même de la supériorité apparente anglaise ou sud-africaine, si vous voulez, et il se rend compte que
la communauté indienne est très exploitée et qu'on bafoue les droits des Indiens. Et c'est comme ça qu'il se met au service de sa collectivité, en plus du travail qu'il fait, pour défendre les droits des Indiens en Afrique du Sud. Voilà comment commence cette histoire. C'est là où il va faire son premier ashram, sa première maison collective, etc. C'est là où vont commencer les premiers mouvements de désobéissance civile pacifique. C'est en Afrique du Sud que ça commence. Tout ce qu'ensuite il va faire en Inde, le laboratoire et l'Afrique du Sud. Étonnant, n'est-ce pas? Il se rend compte du futur apartheid, il se rend compte de tout ce qui peut arriver et il voyage plusieurs fois à Londres. Il prend le bateau à l'époque, il n'y a pas d'avion, et il plaide pas simplement pour les hindous, mais pour l'ensemble en expliquant, attention, ça peut finir très mal. Il est très appuyé par certains lords anglais et ministres anglais. Il ne faut pas imaginer que la couronne est insensible. Mais il fallait laisser le pouvoir aux Sud-Africains. Et voilà comment les choses commencent à se compliquer. Et en 1909, après des longues discussions à Londres, avec beaucoup de difficultés, il rentre en Afrique du Sud, en bateau. Tout le trajet, il sort presque plus de sa cabine, et il écrit un livre, Ind Swaraj, l'autogouvernance de l'Inde. Pour moi, si on veut comprendre, c'est ce livre qu'il faut lire. Peu connu, parce que c'est l'unique moment où il explique sa vision politique, il explique qu'est-ce qu'il entend par la civilisation occidentale par rapport à la civilisation indienne. À cette époque-là, je vous ai mis Ind Swaraj, l'émancipation indienne, et il est chez Fayard, aucune commission, mais ça vaut la peine de le lire parce qu'il y a une introduction d'une centaine de pages qui permet de comprendre le livre, qui a une autre centaine de pages. Il va l'écrire en Gujarat, ensuite lui-même va le traduire en anglais, mais après il faut le retraduire en anglais. Bon, mais ça c'est pas le problème. Mais quand il écrit ce livre, il a déjà tout en tête. Tout est devenu clair. Il a lu les Védas, le livre plus ancien de l'Inde. Il a lu les Upanishads, c'est-à-dire les livres racines de la civilisation indienne. Ce sont des textes du deuxième millénaire, premier millénaire, pour vous situer, de philosophie, de haut niveau. Et il extrait donc les concepts de ce qui deviendra sa philosophie, qui en fait c'est un retour à ces racines et les appliquer à la problématique de son époque. Il veut que l'Inde devienne indépendante, elle soit autonome, qu'elle s'autogouverne, et il faut trouver une solution. Et j'ai résumé les trois concepts fondamentaux. Swaraj. Sva, c'est soi. Raj, c'est gouvernance, maîtrise. Autogouvernance, soit conscience, maîtrise de soi, si vous voulez. Parce que, après, on va le traduire comme l'indépendance de l'Inde. Mais comme je vais vous l'expliquer, ce qu'il veut, c'est que chacun devienne autonome et maître de lui-même pour construire l'indépendance de l'Inde. Parce qu'il se rend compte que sinon, ça va pas marcher. Et la vie a montré les difficultés. Pierre a parlé de satyagraha. Satya, c'est la vérité. Graha, prendre la vérité.
mais c'est servir une cause juste. Satyagraha, c'est servir une cause juste avec la puissance, l'énergie de ce qui est la vérité. Gandhi explique, comme tous les grands philosophes, que de quelque chose qui est vrai se dégage une énergie et que l'individu qui sert ce qui est vrai peut obtenir une énergie et une puissance qui dépasse sa propre puissance simple et personnelle, parce qu'il se met au service par amour d'une vérité. Et l'amour de la vérité, en Occident, nous l'appelons philosophie. Parce que Satyagraha, en réalité, c'est la pratique de l'amour de la vérité en s'alimentant de l'énergie qu'elle dégage, l'amour qu'on a et de la vérité qu'on sert. Vous voyez? Et il explique donc que si on veut avoir cette maîtrise de soi, c'est-à-dire si on veut que notre ego personnel s'intègre dans l'atman ou dans le soi et qu'on devienne une unité, il faut pratiquer Satyagraha. Sinon, c'est pas possible. Avec Ahimsa. Donc, c'est ça le triptyque. Avec Ahimsa. C'est le mot le plus connu de tout ce que vous connaissez et on connaît tous. Sans Ahimsa, violence. Donc, on va le traduire par non-violence. Mais en réalité, ça va au-delà le concept d'Ahimsa qu'est la non-violence. C'est n'est pas porter des nuisances à rien de ce qui est vivant. Très difficile. Très difficile, puisque sans nous rendre compte, on va toujours nuire quelque chose. Parce que pour le faire, finalement, c'est plus que de la transparence qu'il faut obtenir. Mais déjà, c'est intéressant. Ahimsa est une vieille déesse indienne. Elle est l'épouse d'un autre dieu très important, Dharma. Dharma est la loi, les principes, les limites. Ce qui donne le juste chemin. Et c'est pour ça que si on voit le juste chemin, on peut pratiquer Satyagraha. Parce qu'on voit la vérité dans le Dharma et dans l'union du Dharma avec Ahimsa. Ahimsa et Dharma ont un enfant dans la mythologie indienne. Il s'appelle Nara. Nara est l'homme primordial, l'homme idéal, l'archétype du modèle de ce qui est l'humain. Donc, en clair, si nous pratiquons cet ensemble de principes que j'ai dit rapidement, nous nous rapprochons de l'archétype de l'homme et nous devenons humains. C'est un grand projet qui à l'Acropole, comme école de philosophie, nous tient sincèrement à cœur, puisque c'est un principe essentiel, puisque l'humanité, c'est une unité sans frontières. Et Gandhi ne voulait pas les différences entre les religions, que ces différences de religions provoquent des guerres ou des violences, et il n'a jamais regardé la couleur des gens. Donc, cette pratique est très importante et se fait, comme on l'a dit, dans l'instant. Vous ne pouvez pas la pratiquer après. Et vous pouvez pas dire, je l'ai pratiqué. Ni après, ni demain, maintenant. S'exige donc une terrible
vigilance de soi et une grande concentration et une extraordinaire ouverture. C'est le programme. Même pour faire une photo, comme tu l'as très bien dit, très bien expliqué. Donc, tout ceci va donner un style de vie. Pierre vous l'a signalé. Elle s'appelle, en sanskrit, Svadeshi. Svadeshi est la sobriété. C'est-à-dire, justement, c'est l'histoire des potirons, mais ça vient des Upanishads. C'est pas Gandhi seulement. Il le reprend, il le fera vivre, c'est-à-dire agir avec les moyens les plus proches qu'on a. C'est lui qui a mis en place le concept des circuits courts, qui aujourd'hui est si à la mode, et donc tout le monde a oublié d'où ça vient. Toute cette idée d'économie circulaire, circuit court, vient de la pensée de Gandhi. Parce que pour lui, le modèle de base, c'est le village, qui doit devenir autoportant. Il considère que chaque village est comme une cité grecque, et que le pays doit être une fédération de villages autoportantes, et par conséquent, qu'on n'a pas besoin de tant d'États. Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse vraiment réfléchir. Mais c'est très important pour nous aujourd'hui, parce que dans cette pensée, il y a beaucoup d'actualité. Beaucoup d'actualité. C'est pour ça que nous intéresse. La pensée de Gandhi, comme tu l'as dit, est politique, mais elle est contemplative en même temps. C'est un des rares hommes politiques qui a besoin de la contemplation et de la mystique pour se retrouver et se ressourcer. Et de temps à autre, quand il sent que l'activité publique commence à prendre de tous les côtés, il va à l'ashram, il médite, il fait un travail très solitaire, avec une vie très disciplinée, manger les potirons, discipline de l'alimentation, chasteté, etc. Et il y a une autre habitude qu'il a pris avec le temps, qui est vraiment, j'aimerais bien l'apprendre. Et un jour par semaine, on parle pas. On écoute les gens et on répond par écrit. Et une journée de silence pour écouter, parce que le silence est d'écouter. Si on a à comprendre quelqu'un, on peut pas parler dedans, parce qu'alors on n'entend pas ce qu'il dit. Et il faut apprendre à faire le silence pour accueillir l'autre. Une pratique très intéressante. Vraiment très intéressante. Bon, elle est gratuite. Et elle exige du papier et un stylo, dans le cas où quelqu'un vous parle. C'est qui n'est pas sûr toujours. Mais c'est très intéressant. Donc, que cet homme politique, entre guillemets, pratique une ascèse permanente pour se ressourcer et se récupérer. Ce qui prouve que si nous voulons changer le monde, nous avons besoin d'une forte vie intérieure. Et pas simplement des actions vers l'extérieur. Et que les actions à l'extérieur qu'on doit faire doivent être dans la mesure de ce qu'on peut porter intérieurement. Dans la mesure où ce qu'on fait peut être porté par l'intérieur, l'action qu'on mènera sera durable. Si c'est pas le cas, elle ne tiendra pas la route. Et ça sont des choses qui, dans la pratique quotidienne, sont importantes à comprendre, justement pour progresser et pour faire progresser les autres. Il expliquait que l'essentiel de cette discipline de soi consiste à se libérer de trois choses. L'avidité, la colère
et l'arrogance. Je m'arrête 2 minutes là-dessus. Aujourd'hui, tout le monde est en colère. Et beaucoup pensent qu'ils font de la désobéissance civile pacifique. Mais je tiens à vous signaler un point qui est très important. Si ceux qui le font sont en colère, dans ces cas-là, ils sont pas en train de faire le véritable satyagraha. Je vous dis ça parce que la désobéissance civile fut traduite ensuite dans le langage quotidien par « on va faire satyagraha ». Et Gandhi était très lapidaire là-dessus. Je vais vous expliquer. Après l'indépendance, le 15 août 47, il y a un journaliste américain qui lui pose la question, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Vous avez réussi à mobiliser 300 millions d'Indiens avec la non-violence pour obtenir l'indépendance. Les gens ont fait, des millions de personnes ont fait ce que vous avez demandé en restant calme. On a l'indépendance et ils sont en train de s'égorger. Où sont les gens qui ont pratiqué l'ahimsa? Comment vous expliquez ça? Gandhi, qui est un homme authentique, qui dit la vérité et qui n'a pas la grande diplomatie, et il a raison, pour moi, selon moi, répondent: j'ai beaucoup médité sur la question, et peut-être si j'aurais pu imaginer ça, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Mais bon, je suis quand même content que l'Inde est indépendante. Et après, il dit, ceux qui ont fait les satyagrahas comme ça, donc une grande majorité, selon ce que je vois, ont fait un satyagraha passif. Alors, l'Américain lui demande, c'est quoi un satyagraha passif? C'est la pratique de la non-violence avec le cœur en colère et avec de la haine ou de la violence. Donc, si aujourd'hui nous voulons changer les choses, la première chose que nous devons réussir, c'est à pas avoir colère devant ceux qu'on veut convaincre. Parce que la colère se retourne toujours sur ce qu'il envoie, tôt ou tard. Tôt ou tard. Et engendre la violence. C'est difficile. Ça exige un travail sur soi. Ça exige de comprendre quelque chose d'autre que l'immédiateté. Mais du point de vue gandhien, c'est indispensable. Parce que lui, comme d'autres, ont proposé comme état d'esprit envers autrui l'amour inconditionnel. Et ce n'est pas parce qu'on a l'amour inconditionnel que ceci nous empêche de dire à qui on aime ce qu'il faut. Avec dignité et respect. Avec dignité et respect. Et dans cela, nous avons beaucoup à apprendre. Parce qu'il faut tirer les conséquences du passé pour nous améliorer. Ce ne sont pas ces idées qui sont en cause. C'est les cœurs endurcis des gens qui est en cause. Je comprends parfaitement toutes ces difficultés, je le dis tout de suite. Mais il faut qu'on prête beaucoup d'attention. Il dit, la recherche de la vérité ne doit admettre aucune violence, qu'aucune violence ne soit affligée à un adversaire, mais il doit sortir de l'erreur par la patience et la sympathie. Parce que ce qui apparaît comme vérité pour l'un peut paraître une erreur à l'autre. Donc, patience et pas faire souffrir son adversaire. C'est un peu dur pour nous, n'est-ce pas? Mais dites-le. Parce que si nous voulons
obtenir de la vérité son énergie, nous ne pouvons pas agir en violence ou en extrême. La véritable ahimsa, dit-il, devrait signifier que l'homme se trouve totalement libéré de son mauvais vouloir, de la colère et de la haine, afin de laisser la place à un amour débordant pour tous les êtres. C'est lapidaire. Hein? La loi de l'amour est la loi fondamentale de notre espèce. Les forces morales sont supérieures à la force brute. Et les péchés, mais pas le pécheur. Si tu as besoin de te défouler. Bon. Donc, comprends d'abord, agir ensuite, la méthode. Adopter une posture à la fois ferme et respectueuse vis-à-vis de l'adversaire. Il ne s'agit pas de dire que... Bon. Mais pas d'opposition frontale. Établir des relations avec qui on peut. N'épuisez jamais le sens du dialogue et d'y aller voir les gens. Concevoir des actions simples et marquantes. Cet homme était un génie de la com, faut dire. Et il s'arrangeait toujours pour envoyer la bonne photo. Il savait parfaitement ça. Il faisait vraiment... C'était très clair de comment ça devait fonctionner. Et formuler de façon claire et calme sa demande. Clair et calme. Clair et calme. Et là-dessus, nous avons des clés pour avancer dans une vision plus large de la question. Pour finir, dans la mesure où un homme qui change sa propre nature voit aussi l'attitude du monde changer vis-à-vis de lui, nous ne devons pas attendre de voir ce que d'autres feront. Il faut qu'on fasse ce qu'il faut faire. C'est assez simple. Hein? Donc, si chacun attend que l'autre fasse, on ne fera jamais. Et ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir faire ce que vous devez faire. En toute conscience et avec pleine inspiration de la cause que vous voulez défendre. Je vous remercie et je remercie Pierre et l'école, Madame.